Madame, Monsieur, chères participantes, chers participants, j'ai le plaisir d'animer cette seconde webconférence Défense et Industrie sur le thème du financement des PME de défense. Alors, l'accès au financement est un enjeu critique pour les entreprises et a fortiori pour les entreprises de type PME. Avec la crise sanitaire et l'onde de choc qui se propage dans l'économie, cette problématique d'accès au financement s'en trouve consolidée. Alors, pour tenter d'éclairer cette problématique, nous allons bénéficier des éclairages et des analyses de Jean Belin, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Bordeaux et titulaire de la chaire Économie de la défense de l'IHEDM. Thierry Gueff, président du groupe ELNO et président de la commission défense du comité Richelieu. Et Pascal Lagarde, directeur exécutif chargé de l'international, de la stratégie, des études et du développement à BPI France. Alors, nous n'allons pas ici aborder les problématiques spécifiques aux startups ni l'accès au financement européen, puisqu'en fait ces deux thèmes feront l'objet de deux webconférences dédiées conjointes. Donc, la conférence est structurée en deux séquences. Alors, dans un premier temps, nous allons nous pencher sur les caractéristiques générales du financement des activités de défense des PME. Donc, nous chercherons également à appréhender, par l'intermédiaire des remontées de terrain du comité Richelieu, la situation telle que vécue par les entreprises. Et nous nous pencherons sur les dispositifs mis en place par BPI France, donc dispositifs existants et mesures d'urgence. Dans un second temps, il s'agira d'aborder donc les effets de la crise actuelle sur la supply chain, quid de sa fragilisation. Nous reviendrons aussi sur l'adaptation, le cas échéant, de certains dispositifs d'aide et d'accompagnement. Et nous nous interrogerons plus généralement sur les voies et moyens d'améliorer l'accès des PME de défense au financement public et de renforcer aussi l'attractivité du secteur défense auprès des investisseurs. On a donc un agenda chargé en 1 heure. Alors, je rappelle à l'ensemble des participants que si vous souhaitez poser des questions, passez par l'onglet questions-réponses en haut à droite de votre écran. Et ces questions, je les rassemblerai en fait à la fin pour réserver 10 minutes, un quart d'heure pour restituer en fait ces différentes remarques ou questions. Alors, Jean Belin, qu'en est-il des caractéristiques générales du financement des activités de défense des PME ? Et avant de parler peut-être des caractéristiques principales des PME de défense qui influencent leurs conditions de financement, je vais rappeler un peu quelques définitions sur les PME et sur la diversité que représente ce type d'entreprise. Donc, les petites et moyennes entreprises sont définies par l'INSEE à partir de 2 critères principaux. D'une part, le critère de taille en termes de nombre de personnes, donc il faut qu'une entreprise ait moins de 250 personnes, et d'autre part, un critère en termes de chiffre d'affaires ou de bilan. Il faut que le chiffre annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou que le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros. À ces critères-là, on peut rajouter des critères d'indépendance ou d'appartenance à un groupe. Ce qu'il faut bien voir, c'est la diversité des PME qu'on peut avoir, une diversité en termes de taille et en termes de type d'activité. Alors, en termes de taille, à l'intérieur des PME, on va distinguer les micro-entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont moins de 10 personnes. Ensuite, on va avoir les petites entreprises de 10 à 49 personnes et les entreprises de taille moyenne qui représentent le reste des PME. En termes d'activité, on voit que ces PME peuvent intervenir dans la production, la fabrication, le service, ou au contraire avoir une activité de recherche qui est très importante. On a parlé des startups tout à l'heure, mais d'autres types de PME ont une activité également de recherche importante. Concernant leur poids dans l'économie, pour un peu situer la place des PME en France, alors, sans compter les micro-entreprises, les PME en France représentent 30% de l'emploi total. Avec les micro-entreprises, ça monte à 49%. Si on regarde sur la valeur ajoutée, pareil, on obtient 23% de la valeur ajoutée produite en France par les PME sans les micro-entreprises. Et avec les micro-entreprises, ça monte à 43%. Alors, on va parler aujourd'hui essentiellement des PME de défense. Donc, il faut définir ce qu'est une PME de défense. Donc, une PME de défense, c'est une PME qui va respecter les critères précédents et en même temps qui va intervenir dans le domaine de la défense. Alors, elle peut intervenir dans le domaine de la défense de 2 manières, soit en étant un fournisseur direct du ministère des Armées, soit en intervenant dans la chaîne de sous-traitance et en étant
un fournisseur indirect ou un fournisseur des grands maîtres d'œuvre. Alors, on a peu de statistiques sur les PME de défense, mais il y a un certain nombre de résultats qui sont quand même ressortis sur leurs caractéristiques et qui permettent d'anticiper un peu leurs conditions de financement. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que l'activité défense, et notamment celle des PME, génère des besoins importants de financement, peut-être des besoins plus importants que dans le reste de l'économie et dans le domaine civil. Alors, comment on peut justifier ça? L'activité défense, elle nécessite déjà des investissements en R&D qui sont beaucoup plus importants que dans le civil. Le personnel est un personnel également qualifié, les cycles de production sont également plus longs, donc tout cela peut amener des besoins de financement supérieurs. On retrouve également un besoin de financement au niveau des délais de paiement. Alors, au niveau des délais de paiement, ce qui apparaît dans l'Observatoire des délais de paiement, c'est que les délais de paiement de l'État sont plus longs que les délais de paiement qu'on peut retrouver dans le reste de l'économie. Alors là, il faut noter les grandes améliorations qu'on a eues ces dernières années. Ces délais de paiement ne cessent de baisser dans la défense, mais sont toujours un peu plus importants que dans le civil. Toujours pour parler des délais de paiement et des PME et des grands donneurs d'ordre, ce qu'il faut savoir, c'est, nous, dans nos résultats, ce qu'on obtient, c'est que les délais de paiement sont plus importants pour les PME défense que pour les PME civiles, mais les grands donneurs d'ordre ont des délais de paiement dans la défense encore plus longs et finalement amortissent une partie des délais de paiement qu'ils supportent. Autre élément qu'on peut relever qui va influencer les conditions de financement, c'est que l'activité défense des PME est peut-être plus difficile à financer par des financements externes que d'autres types d'activités. Alors, je vais rappeler peut-être comment un apporteur de capitaux prend ses décisions rapidement, mais un financier, finalement, pour savoir s'il va financer une entreprise, il va s'intéresser, alors pour certains, quand c'est en action, à la rentabilité, mais quand c'est sous forme de prêt ou même pour l'ensemble des investisseurs, ce qui va l'intéresser, c'est le risque, les garanties dont dispose l'entreprise ou l'information qui est transmise par cette entreprise. Alors, dans le cas de la défense, là encore, on a des spécificités. Quand j'ai dit tout à l'heure que les entreprises de la défense avaient une activité intense en recherche-développement, ça a comme conséquence qu'une partie de leurs actifs sont des actifs immatériels qui vont servir moins facilement de garantie que des actifs plus traditionnels. De la même manière, ça c'était en termes de risque et de garantie, on peut regarder en termes d'information. Donc, plus un banquier ou un intermédiaire financier comprendra le domaine, plus il aura d'informations sur le domaine et plus ça facilitera le financement. Là, on s'aperçoit que dans le domaine de la défense, et c'est vrai pour les grandes entreprises et les PME, il y a moins d'intervention des intermédiaires financiers que dans d'autres domaines de l'économie. Donc, finalement, c'est un domaine qui est encore peu connu des intermédiaires financiers et il faudrait peut-être augmenter la connaissance à la fois financière et la connaissance du domaine défense. Comme autre élément qui apparaît dans nos résultats, c'est que les financements publics vont représenter à la fois un financement alternatif pour ces entreprises, donc avec des procédures un peu différentes, mais également un signal sur la qualité du projet pour les investisseurs extérieurs. Donc ce financement public a un double rôle, à la fois de financer, mais également procurer un signal qui peut ensuite amener des financements. Alors, l'accès au financement public, il peut être également plus coûteux pour les PME. Le coût du financement, ce n'est pas uniquement le taux d'intérêt qui est payé. Dans le coût du financement, on peut mettre aussi tous les coûts de recherche et de passation de la relation de financement. Et là, il faut voir que ces coûts de recherche et de passation de la relation de financement peuvent être très importants et rapportés au volume de financement demandé par les PME, ça peut représenter un obstacle pour obtenir des financements. Alors, il faut dire quand même que l'activité défense possède des caractéristiques qui sont très intéressantes pour les investisseurs et qu'on pourrait mettre en avant, qui pourraient aussi favoriser le financement de la défense. Alors, comme argument, on peut citer le caractère peut-être à certains moments contracyclique de leur activité,
le fait qu'elles ont des visions peut-être à plus long terme sur leur carnet de commandes, et puis toujours se référer à la R&D. Les entreprises qui font de la R&D, comme les PME et les grandes entreprises, la R&D, ça augmente les performances à l'export, les performances en termes de création de richesses, de garanties, etc. Donc, on voit que ces entreprises ont aussi des points forts à valoriser. Pour conclure, je ferai un dernier point sur la crise actuelle. Les dernières informations qui sont publiées par l'INSEE nous indiquent que la crise actuelle va affecter l'économie française avec une ampleur inégalée depuis 1945. Alors, on peut s'attendre pour les PME à une réduction de leur activité, à une réduction de leurs recettes, tout en ayant des charges fixes notamment, qui vont rester, elles, constantes. Et puis, il faut faire référence aussi à une notion qu'on a en économie, qui est l'accélérateur financier, et qui va peut-être permettre de comprendre le choc que vont subir ces entreprises. La théorie de l'accélérateur financier nous indique que tous les chocs, qu'ils soient réels ou financiers, sont amplifiés par les conditions de financement. Donc, j'essaie de vous expliquer ça rapidement, mais un banquier ou un apporteur de capitaux, il va déterminer le taux d'intérêt ou votre coût du financement en fonction des caractéristiques de l'entreprise. Or, les chocs vont de toute manière dégrader ces caractéristiques de l'entreprise. On va avoir une baisse des recettes, on peut avoir une augmentation des charges dues aux intérêts. Donc, le premier choc va être amplifié par une augmentation en plus et une dégradation des conditions de financement. Donc, je laisse la parole peut-être à Thierry qui va nous expliquer peut-être plus sur le terrain comment les choses ont été ressenties par les PME de défense. Merci Jean. Bonjour à toutes et à tous. En termes de niveau d'activité, c'est évident que le 17 mars a été un choc. Il y a eu avant et après le 17 mars. Le 17 mars, le confinement a commencé, les sociétés ont dû s'organiser avec des contraintes sanitaires drastiques. Ce qu'on observe entre le 17 mars et le 11 mai, date du déconfinement, c'est grossièrement un tiers du personnel qui a été en présentiel, donc qui s'est rendu à son entreprise, bon an, mal an, un tiers en télétravail et un tiers absent, pour différentes causes. Outre l'absentéisme classique et habituel, le chômage partiel, bien évidemment, on y reviendra, la garde d'enfants, les arrêts de travail pour cause de risque Covid-19 pour certaines personnes, etc. Et grossièrement, donc un tiers, c'est à peu près ce qu'expliquent les grands groupes également. Hervé Guilloux nous l'a expliqué lundi soir, ce qu'il a observé pour Naval Group également. Donc, voilà, je dirais que l'ensemble de la communauté, en moyenne, est à peu près ça. Ce sont évidemment des chiffres moyens. Depuis le déconfinement, donc le 11 mai, on serait plutôt tout doucement en train de se rapprocher de 3/4 des personnes en reprise d'activité pour 1/4 d'absentéisme. Dans les 3/4 de personnes présentes dans l'entreprise, il y a 50% toujours en télétravail et 50% vraiment de présentiel. On pense que d'ici l'été, ces chiffres vont se modifier pour atteindre plutôt, on va dire, 70% de présentiel pour 30% de télétravail. À côté de ça, donc à côté de ces présences ou pas dans l'entreprise, on a l'activité elle-même en termes de prise de commande et de chiffre d'affaires. Quelque part, du fait, comme l'a rappelé Jean, du cycle économique relativement important de la défense, alors il faut modérer ça par rapport à l'endroit où vous vous trouvez dans la supply chain. Plus vous êtes haut dans la supply chain et plus le carnet de commande vous donne de la visibilité. Mais mis à part ce problème-là, en fait, on a, entre guillemets, dans le domaine de la défense, et je pense que c'est un petit peu le cas pour toutes les économies liées aux régaliens, on a une certaine visibilité. Donc, les problèmes de trésorerie, quelque part, on ne les a pas vraiment maintenant. On les aura peut-être demain, j'y reviendrai. À côté de ça, il y a l'export. L'export, comme l'a rappelé Hervé Guilloux lundi soir, qui représente quand même 50% grossièrement de l'activité. Alors, c'est dans les grands groupes
et c'est vrai de facto dans la supply chain, puisque nous sommes derrière. Donc le problème lié à l'export, fermeture des frontières, impossibilité de faire du commerce en réel. Vous savez qu'à un moment donné, surtout dans certains pays, le fait de le faire au téléphone ne fait pas avancer les choses. Il faut être présent, il faut pouvoir checker avec la personne, échanger autour d'un tel amende. Si on ne peut pas faire ça, eh bien, le business s'arrête. À côté de ça, il y a aussi la supply chain elle-même des PME de la supply chain qui sont souvent liées aussi à des pays asiatiques ou des pays du Maghreb ou des pays d'Europe de l'Est. Et il y avait quand même beaucoup de difficultés d'approvisionnement, surtout durant le mois de mars. Donc tout ça a fait que les sociétés ont vu leur carnet de commandes quand même se freiner, ont vu leur activité se freiner. Mais je dirais, du fait du cycle économique relativement long, elles ont bien résisté. La vraie difficulté, ce sera véritablement au deuxième semestre, en fonction du niveau de carnet de commande qu'on va être capable de prendre d'ici l'été. Les relations avec les maîtres d'œuvre pendant la crise ont été somme toute très bonnes. Je pense que les maîtres d'œuvre ont joué le jeu. Alors évidemment, on va surtout retenir les mauvais élèves, mais je pense qu'on peut citer les bons élèves. 85% des maîtres d'œuvre ont fermé certains de leurs sites industriels. Donc, vous voyez que pour la supply chain, c'est relativement complexe de savoir quand on devait livrer, si on pouvait livrer. Parfois, dans la même journée, des sites ouvraient et fermés. Des sociétés comme Safran ou MBDA ont alerté leurs maîtres d'œuvre au fur et à mesure de la situation. Et donc, les maîtres d'œuvre les fournisseurs ont pu s'adapter aux situations. Moi, a été une communication très content la relation avec leur maître d'œuvre, parfois au niveau local, parfois au niveau global. Donc, une fois de plus, c'est une question de personnes avant tout. Au-delà des processus, il reste des humains. En termes de sécurité sanitaire, les PME ont été extrêmement réactives. C'est là où on voit en fait la différence par rapport aux grands groupes. En l'absence de process et de comment dire, d'une certaine puissance en RH, les PME compensent en général par beaucoup de réactivité, et c'est dans les moments de crise comme ça que cette réactivité paye. Et les PME ont été extrêmement réactifs. Il y a eu un dialogue social qui s'est instauré très très vite avec les CSE, et finalement, ça a permis aux PME, là c'est plutôt du qualitatif que du quantitatif, bien entendu, mais ça a permis aux PME de resserrer en fait les liens dans le travail. Donc je pense qu'il y aura un avant et après la crise. En termes de dispositifs étatiques, l'État, je pense, a très bien réagi à partir de mi-mars, et la mise en place des différentes mesures ont été très très bien perçues par les entreprises. Évidemment, le chômage partiel, qui est une réussite totale, plébiscité par les chefs d'entreprise. Les délais de traitement finalement de l'administration ont été respectés. Alors, je vous avoue que maintenant, il y a une certaine inquiétude pour les PME de défense de ce qu'on entend en ce moment sur peut-être le fait que le chômage partiel va être considérablement réduit, freiné dans les mois à venir. C'est vrai que peut-être du point de vue de l'État, l'automobile va reprendre, les activités en fait, commerciales vont un peu reprendre. Donc peut-être, vu de l'État, allez, on est reparti et le chômage partiel, on n'a plus besoin. Pour les entreprises, pour les business qui ont des cycles économiques plus longs, on a parlé de la défense, on peut aussi parler de l'aéronautique, c'est évident que c'est presque le contraire. C'est peut-être à partir de maintenant que le chômage partiel va être utilisé. Le report de charge a été plébiscité également, facile dans sa demande, facile dans le traitement. Alors, le plan, le PGE, alors c'est vrai que c'est très très bien. Alors, il faut quand même se méfier. L'appui de BPI est fondamental et BPI fait très très bien son travail. Mais certaines banques, pas toutes évidemment, mais et aussi c'est une question locale, ont parfois à ce procédurière, et malgré l'appui de BPI, certaines banques ne peuvent refuser d'octroyer des prêts aux entreprises pour des raisons qui sont somme toute assez obscures. Le crédit bancaire, le report du crédit bancaire, c'est très très bien aussi dans l'autre mesure qui a été accordée. Simplement, le paiement des intérêts, vous savez peut-être ou vous savez peut-être pas, mais perdure pendant la période de carence. Et comme l'a titré les Échos récemment, c'est sans doute une bombe à retardement qui va arriver.
Les inquiétudes remontent également par rapport aux agents de notation et à l'assurance crédit. Les agents de notation, pour certaines entreprises, ont décidé un peu brutalement de diminuer quasiment à zéro leurs notes, sans explication. Évidemment, l'assurance crédit qui est derrière risque d'arrêter également les frais, donc de voir des DFR d'entreprises monter drastiquement, comme c'était le cas en 2009. Donc j'espère que, enfin nous espérons que ce n'est pas ce qui va se reproduire à la lumière de cette crise actuelle. La DGA, quant à elle, maintenant, pour revenir au monde de la défense, je pense qu'elle a été exemplaire, tout le monde le dit. Dès le 11 mars, elle a mis en place une hotline, donc une semaine avant le début du confinement, hotline mail, hotline téléphonique. Il y a eu une accélération également des paiements par le MINARM. Grossièrement, c'est 5% des PME qui travaillent directement avec le ministère des Armées, pour 95% qui travaillent au travers des grands groupes. Donc, pour celles qui travaillent directement avec le ministère des Armées, il y a eu une accélération du paiement des factures. Il y a eu même un paiement dérogatoire pour les factures de moins de 5 000 €. Bon, alors, en revanche, les 95% de PME, elles, traitent directement avec les PMI. Bon, et c'est là où il faut vraiment faire attention. Et comment dire, la DGA, mais je crois aidée par les maîtres d'œuvre industriels, a décidé de suivre plus particulièrement les grossièrement 1500 entreprises que rappelait Jean tout à l'heure, qui sont critiques de la BITD, avec une sorte d'intensification de ce screening dans les prochains mois, de manière à conserver une BITD, puisqu'on parle ici de stratégie industrielle, de stratégie de souveraineté de la France. Alors, l'AID, d'ailleurs, vous savez, c'est l'agence Innovation Défense qui a été créée il y a 1 an et demi, a lancé un grand appel à l'innovation autour du Covid-19. Il y a 2500 projets qui ont été présentés en quelques semaines à l'AID, et une quarantaine ont été reçus et ont été financés. Donc, la DGA annonce pour le futur un plan de rebond jusqu'au 31 décembre 2020, et ensuite un plan de relance à partir de 2021, de manière, en fait, alors ce ne sont pas des nouveaux projets, mais quelque part des avances sur des commandes qui étaient envisagées dans les futurs, au travers de la LPM. Tout ça est cadré par une vision moyen-long terme dont parlent les gens. Donc, ce sont ces deux plans-là qui seront évidemment déterminants pour l'avenir de la BITD. J'en ai fini. Ok. Merci Thierry, et aussi merci à Jean pour votre description très détaillée de la situation, à la fois le tableau général et puis la situation actuelle, et surtout les retours très intéressants en fait des adhérents du comité Richelieu, et notamment de la partie défense sur les dispositifs mis en œuvre. Pascal Lagarde, concernant les dispositifs de financement et d'accompagnement, quid en fait des mesures, j'allais dire préexistantes, mais aussi des mesures dédiées d'urgence, initiées dans le contexte donc, de la crise sanitaire à destination des PME, et le cas échéant avec un focus PME Défense. Merci beaucoup, Hélène. Je suis très heureux d'abord d'être dans cette conférence et de pouvoir m'exprimer un petit peu sur ce qu'on fait et puis comment on voit les choses. Première chose, peut-être quelques mots sur BPI France rapidement. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement française. Donc on est 2700, on a presque 50 implantations régionales, assez proches des entreprises, assez proches des PME. On a un total bilan de 77 milliards d'euros. On a 3 grandes branches dans la maison, 3 grandes filiales. Une filiale de banque, en fait, BPI France Financement, qui fait à la fois du financement bancaire direct, mais aussi de la garantie pour les banques. Je vais y revenir parce que le PGE, c'est ça. On a de l'investissement classique, direct, de la PME, en passant par la start-up jusqu'au grand groupe. Et puis, on a de l'investissement indirect via des fonds. Et en dernier point, on a depuis maintenant 2-3 ans l'activité d'assurance export qui a été mentionnée. Voilà. Donc, 3 grands blocs. On est régulé par la BCE. Donc, on est une vraie banque, et par l'AMF pour la partie bancaire, pour la partie investissement. Voilà. J'en dirais pas tellement plus. On a des activités de financement des entreprises, directes ou indirectes, je l'ai déjà dit.
des activités de financement de l'innovation, j'ai oublié de le dire, avec des aides à l'innovation directe, des aides à l'innovation pour des groupements d'entreprises, sur des projets. Et puis, on a développé depuis quelques années de l'accompagnement non financier des entreprises, dans lequel on aide les entrepreneurs à se former, à se être ensemble et à avoir accès à des analyses stratégiques, etc. Donc, ce qui est un point important d'ailleurs dans la crise également. Voilà en gros ce qu'est BPI France. On n'est pas un truc bizarre dans le monde, hein. Il y en a beaucoup des BPI France dans le monde, en fait, plus ou moins larges, plus ou moins complètes. En fait, je préside le Montréal Group, qui est le groupe des grandes banques publiques PME dans le monde. D'ailleurs, j'étais en board juste avant. Voilà, donc il y en a partout au Canada, etc. Il y a presque qu'aux États-Unis où ça n'existe pas, et encore ça existe dans certains États, en fait. Voilà, donc c'est pas un truc bizarre. En Allemagne, il y a quelque chose de très très grand qui s'appelle KfW. Enfin bon, voilà. Et les Anglais qui n'avaient rien ont créé la British Business Bank il y a 4-5 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans le secteur de la défense? D'abord, bien évidemment, tous nos produits s'appliquent au secteur de la défense. Donc ça, c'est une évidence, mais il faut le dire. Ce n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne, où KfW n'a pas le droit de financer le secteur de la défense. Voilà. Ce qui est assez étrange, ça fait partie de l'économie, mais voilà, c'est historique, hein. Si quelqu'un est intéressé, j'expliquerai. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a un certain nombre de choses qui existent historiquement et puis plus récemment, parce qu'on a retrouvé un lien assez proche avec la DGA et l'AID depuis maintenant quelques temps. Donc, on retravaille des choses. On a lancé donc un fonds qui s'appelle Definvest, hein, qui est un fonds d'investissement dans les PME de la BITD, qui est assez large en fait. Definvest qui couvre à la fois des entreprises plutôt matures avec des besoins de capitaux pour se développer, mais aussi des startups. C'est un fonds à ce stade de 50 millions d'euros qui est revolving en fait, et qui a déjà investi dans une petite dizaine de sociétés et qui fonctionne, je dirais, plutôt pas mal. Et on est en train de développer, on a eu des prêts aussi de reconversion, et on est en train de développer actuellement des activités dans le domaine du conseil, notamment pour l'accès aux fonds européens de défense, et également des conseils autour du passage des agréments cybersécurité des sous-traitants de défense. Voilà. Donc c'est ces deux thèmes sur lesquels on travaille, mais cette fois-ci dans ce non financier, en fait, dans le conseil et l'accès au conseil. Voilà, alors peut-être quelques mots sur la crise et puis comment on a traité la crise, puisque c'était votre question, Hélène. Donc on a été en effet très tôt dans le sujet. On s'est rendu compte, comme tout le monde très tôt, que c'était pas une crise financière comme la dernière fois. Donc il y a eu beaucoup de comparaisons au début de la crise sur la crise de 2018. 2008-2009, en fait, bouton pause, on dit 3 mois, c'est pendant 3 mois, il ne se passe rien, quoi, en gros, hein. Donc là, on est dans une vraie crise économique. Alors quand je dis il ne se passe rien, ce n'est pas complètement vrai, bien évidemment, mais il y a eu une vraie pause. Et donc très très tôt, nous, on s'est dit, il va falloir aider les entreprises à fonctionner pendant ce temps-là. Donc avant même que l'État mette en place les PGE, on avait déjà lancé plusieurs choses. D'abord, la première chose qu'on a lancée, c'est d'ouvrir énormément nos garanties que l'on fait aux banques privées sur la trésorerie. Donc on a vraiment ouvert ça. On a ouvert également très très fort les crédits de trésorerie que l'on faisait à nos clients, en fait, en augmentant de 30% les crédits revolving, des choses dans ce genre-là. On a évidemment, comme toutes les autres banques, fait un moratoire de remboursement, voilà, dont vous faisiez mention. Et puis, on a mis en place un prêt spécifique qui s'est appelé le prêt à tout, qui était un prêt sans collatéral de plusieurs années, et qui était assez important, puisque la moyenne de financement était de quelques millions d'euros. Je veux dire qu'il est parti très très vite, hein. En 10-15 jours, on a fait 3 milliards d'euros de prêts, hein, sur cette opération. Opération qui s'est arrêtée avec l'arrivée du PGE. Donc derrière est arrivé le PGE. L'État décide de
garantir l'ensemble des prêts faits par les banques aux entreprises, 300 jusqu'à 300 milliards d'euros, qui est un chiffre magique, je dirais, c'est énorme. Et nous, en tant que BPI France, ce qu'on a fait, c'est mettre en place la plateforme qui permet en fait de connecter, je dirais, cette garantie aux prêts faits par les banques. Donc on n'a pas de rôle d'évaluation des opérations, on a un rôle de validation d'un certain nombre de points techniques, la non-duplication, des choses dans ce genre-là. Par contre, on a mis en place cette plateforme. Alors on avait un avantage, on est déjà connecté à toutes les banques pour nos garanties propres classiques pour les PME, notamment les TPE. Donc, on a déjà une connexion informatique avec les banques, ce qui a quand même aidé beaucoup, hein. Les systèmes d'information sont connectés, mais on n'avait pas le produit. Donc, on a eu le premier sujet était un vrai sujet IT, en fait, ça a été de mettre en place cette plateforme qui s'est mise à fonctionner de façon assez très rapide, en fait, hein. Voilà. Et on a mis en place également des plateformes régionales parce que les régions nous ont demandé de faire ce qu'on appelle les prêts rebonds, qui sont des prêts plus petits pour des entreprises plus petites et qui sont cette fois-ci sous forme de prêts et la région apportant la garantie en complément des PGE. Voilà, donc ça a été le deuxième grand bloc de mesures. On a continué sur nos garanties classiques à les promouvoir. Et puis, on a eu tout un batch de mesures également en matière d'equity. Parce que très vite, le marché du capital investissement, comme dans toutes les crises, est devenu un marché beaucoup plus difficile. Donc, on a essayé de mettre en place un certain nombre on a mis en place un certain nombre de mesures pour soutenir notamment les fonds d'investissement dans lesquels nous sommes investisseurs, pour leur donner un peu plus de moyens pour réinvestir dans les sociétés dans lesquelles ils sont déjà investis, notamment ceux qui sont en bout de course d'investissement. Et nous-mêmes, on s'est mis en position d'investir directement de façon beaucoup plus massive qu'on l'est actuellement. Et ça, mais peut-être on en parlera sur la partie plutôt relance dans la deuxième partie. Voilà, sur le PGE, qui est quand même un outil très central à côté du chômage partiel sur lequel nous, on n'a aucun rôle, donc je ne dirai rien. Sur le PGE, quelques idées. On a commencé à faire des premières évaluations, voir comment ça fonctionnait. C'est assez intéressant, en fait, hein, de voir quels sont les premiers enseignements de ce prêt. Alors, à l'époque, on a fait cette étude, c'est-à-dire à la fin avril, donc il y a une petite quinzaine de jours. Il y avait 200 000 entreprises, il y en a beaucoup plus maintenant. On a regardé déjà si les régions étaient plus ou moins bien servies. En fait, on n'a pas trouvé de delta par rapport à notre activité habituelle, sauf dans plusieurs régions, et en fait, ce sont les régions touristiques, hein. Toutes les régions touristiques ont eu une surreprésentation très forte, et les régions industrielles, une sous-représentation importante. Donc, les régions touristiques, c'est PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Corse, et les régions industrielles, c'est Aura et Hauts-de-France. Les secteurs évidemment les plus affectés par la crise ont été beaucoup plus demandeurs, notamment le secteur hôtellerie, restaurant, événementiel, etc., qui ont été très largement plus demandeurs que les autres. Voilà, les TPE ont été plutôt bien servis par rapport à leur représentation. Voilà, et les entreprises avec un FIBEN défavorable, pour les connaisseurs, c'est la notation Banque de France, ont été servies. Il n'y avait pas d'énormes discrepancies si on ne dépassait pas un certain niveau. Si on ne dépassait pas un certain niveau, bien évidemment. Sachant que il y a eu, on l'oublie souvent, mais tout ce mécanisme, et j'en conclurai par là, c'est fait dans le cadre d'une exemption d'aide d'État extrêmement exceptionnelle accordée par la Commission, qui est massive en fait, hein. La seule exception, c'était les entreprises en difficulté à venir, a été, je dirais, totalement
totalement exemptés par la Commission européenne qui a fait là, enfin on ne le dit pas, mais un énorme travail, et rapide en plus. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Lagarde, pour cet éclairage très détaillé. D'ailleurs, on va revenir, comme vous l'avez dit, au financement de l'ARD. Alors là, je vais ouvrir la deuxième partie en fait de cette conférence, où là, on va plutôt se tendre vers l'avenir, et on va s'interroger notamment sur la reprise progressive de l'activité, comment accompagner cette reprise progressive, quelles sont les conditions à réunir, notamment sous l'angle des financements. C'est de comprendre si cette crise a révélé des fragilités, un certain nombre de vulnérabilités nouvelles. Est-ce qu'elle va contribuer à accélérer, le cas échéant, les restructurations, avec potentiellement des risques de perte de compétences? Thierry Decaïf, votre avis sur l'avenir, sur la manière de se projeter justement dans le futur et sur cette remontée de l'activité, ces conditions? Pour brancher votre micro. Voilà. Est-ce que vous Merci. m'entendez? Oui, parfaitement. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la défense, le monde de la défense est un peu particulier par rapport au reste des activités. D'abord, c'est avant tout du régalien. Donc, la commande étatique représente à peu près 50% du chiffre d'affaires global de ce business. Et donc, quelque part, on peut s'attendre à ce que l'État supporte ces entreprises. D'autant plus qu'il y va de la souveraineté de notre pays et de notre indépendance. Mais à côté de ça, il y a l'export. Je parlais tout à l'heure, il y a les 50% de chiffre d'affaires qui sont faits ailleurs à l'export. Et là, aujourd'hui, la visibilité, elle est quasiment inexistante. Okay. Entre aujourd'hui et l'automne, je veux dire la fin de l'été, les entreprises, en moyenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont un carnet de commandes qui leur permet à peu près d'assurer leur trésorerie. On n'est pas dans la situation que rappelait M. Lagarde, une entreprise de tourisme, un restaurateur, ça n'a rien à voir. Ici, on travaille sur des commandes pluriannuelles. Alors, plus on est haut dans la supply chain et plus quelque part on a une visibilité qui est bonne. C'est pour ça que toutes les TPE et les petites PME ont repris dès mi-avril en général. Mais voilà, donc quelque part entre maintenant et puis la fin de l'été, c'est là que tout va se jouer. Est-ce que l'entreprise va être capable de reprendre des commandes à la fois en France auprès des maîtres d'œuvre, et donc l'État va être capable de dumper quelque part les maîtres d'œuvre et surtout de rappeler l'importance d'assurer la survie de la BITD, et d'autre part l'export, la capacité à aller trouver des commandes à l'extérieur, donc des frontières culturelles, etc. Et donc ce carnet de commandes à prendre entre maintenant et la fin de l'été, quelque part, va être le juge de paix de ce qui va arriver au 31 décembre. Si les sociétés n'ont pas de commandes, c'est à ce moment-là qu'elles vont trouver une situation catastrophique. Au contraire de l'hôtellerie et du tourisme, la défense, on commencera à sentir l'effet à partir de septembre-octobre. Donc, d'où l'idée quand même de ne pas arrêter le chômage partiel à partir de maintenant, parce que l'activité est radicalement différente, et aussi de conserver ces excellentes mesures qui ont été prises par l'État, dont le PGE, etc., pour les entreprises qui ont un cycle économique un peu plus long, comme la défense, d'ici l'été et jusqu'au 31 décembre. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Les plans de relance, à présent, le plan de rebond, plan de relance qui sont envisagés par la DGA, sont extrêmement importants pour donner la visibilité aux entreprises au deuxième semestre, en termes de commandes, et sur l'année 2021. Et là, vu l'état de la supply chain, où 95% des PME travaillent directement avec les 7 grands maîtres d'œuvre industriels, il est important de rappeler que le ruissellement, pour reprendre un terme à la mode, devra être bien effectif entre l'État, qui est ici le seul acheteur, et puis l'ensemble de la supply chain, au travers des maîtres d'œuvre. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudra regarder de très très près, sans doute des indicateurs, sans doute un suivi de la DGA qui devra être propre. Pour répondre à votre question, Hélène, sur les changements de modification de méthode de travail, là, je peux parler, parce que du coup, on n'a pas fait d'enquête sur le sujet au comité HLE, on a simplement échangé entre chefs d'entreprise, à la fois au cluster Eden et au comité pour
les clubs d'entrepreneurs que je connais sur le sujet. Et c'est vrai que tous, on se pose aujourd'hui des questions au niveau des comités de direction, au niveau des CSE, sur le fonctionnement du travail demain. Et il va de soi qu'on a expérimenté grandeur nature, parfois des choses qui nous paraissaient impossibles, parfois qui nous paraissaient des rêves. Et là, on les a touchés du bout des doigts, on les a réalisés et on a, je pense, on va changer pas mal de choses. Il y aura un avant et un an après. Voilà. Merci Thierry pour ces éléments. C'est vrai que Jean-Pierre Deveau, lors de la première web conférence, avait mis en évidence cette partie numérisation, cette accélération en fait de la numérisation, et puis aussi tout un questionnement aussi en termes de méthode de production sur la robotisation. Donc c'est un enjeu à suivre à court, moyen, long terme. Pascal Lagarde, concernant justement cette reprise, d'abord, est-ce que cette crise a mis quand même en lumière, par exemple, la limite de certains de vos dispositifs et sinon, concernant vos axes d'action et de réflexion pour accompagner la reprise durant les mois à venir, donc peut-être nous donner quelques éléments d'éclairage également. Et puis, on parle aussi bien sûr de l'importance du maintien des compétences. Quid dans ce cadre de vos dispositifs dédiés financement de la R&D et de l'innovation? Et est-ce que c'est possible, le cas échéant, de nous dire quelques mots sur ce fonds qui est en train de se mettre en place d'Efinov avec la DGA et l'AID? Bien sûr, oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a eu des limites? Alors, je ne sais pas s'il y a des limites. Ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que dans ce genre de crise, il y a des types d'activités qui deviennent moins fortes, quoi, qui disparaissent au profit d'autres, quoi. Les besoins des entreprises sont plus les mêmes. Donc, nous, ça nous conforte dans quelque chose qu'on a vraiment, qu'on estime très très fort, c'est que, en fait, il faut une palette large parce que les soubresauts du marché sont très fluctuant et que quand on commence à abandonner quelque chose parce qu'à un instant T, il est convenu que ça peut redevenir très important dans la crise suivante et dans le cycle économique suivant. Donc oui, il y a des moments où certains dispositifs deviennent moins forts et puis il faut en faire d'autres. On est moins, par exemple, il y a moins d'equity dur, plus d'obligations convertibles, des choses comme ça, dans une période où les valos s'effondrent et que ouvrir son capital dans une période où les valorisations sont très très basses, c'est très difficile à mettre en œuvre. Donc voilà, on passe d'equity dur, enfin de capital dur à plutôt de quasi-capital, par exemple. Alors, quels sont les axes d'action et de réflexion pour la suite, pour nous? Écoutez, on en a plusieurs, mais je les classerai dans deux grands axes. Il y a un premier grand axe qui est la relance des secteurs qui ont été très durement touchés par la crise. Donc nous, ça c'est un premier axe. La défense n'en fait pas partie, et moi je suis totalement d'accord. Il y a des contrats longs, il y a des choses comme ça, mais il y a au moins deux secteurs qui sont connexes à la défense qui sont quand même un peu touchés. D'abord l'automobile. Donc il y a des sous-traitants qui sont communs défense automobile. C'est un secteur qui est très touché, pas uniquement à cause de la crise, hein, on est tous d'accord. Il y a aussi une modification profonde de la façon de se mouvoir et qui va être sans doute encore plus forte dans les années à venir. Deuxième secteur très fort, c'est l'aéronautique, hein. Alors ça, l'aéronautique, je pense que c'est next big thing après le tourisme auquel je vais venir. C'est l'arrêt quasiment total d'un certain nombre de programmes avant la crise, et puis maintenant l'arrêt très très fort des relations internationales, et en tout état de cause une incapacité de faire la même chose qu'avant, et notamment un doute très fort sur les low cost. Donc ça a un impact sur l'industrie de l'aéronautique qui est énorme. Deuxième secteur. Troisième secteur, tourisme-hôtellerie, j'en ai déjà parlé, et puis le plan de tourisme-hôtellerie dans lequel on a été annoncé par le ministre avant-hier, je crois. Donc voilà. Autre secteur, tout ce qui est industrie créative, événementielle, cinéma, etc., qui ont été très très touchés également. Donc voilà, pour nous, les grands secteurs qui ont besoin de quelque chose immédiatement. Alors, il y en a sans doute d'autres, mais je vais y venir. Après, le deuxième sujet, c'est un sujet de financement du BFR dans les années à venir, hein, très vite, hein. Donc, on était sur de la date, il va falloir alimenter du BFR, il va falloir repasser sur du temps long.
Donc ça, c'est deux choses. C'est tout ce qui est les outils de temps long en bas de bilan ou semi-bas de bilan. Et puis l'equity qui va être besoin d'être repartir de façon assez forte pour faire tenir les entreprises. Axe très fort également, l'industrie. L'industrie a besoin d'un soutien à la fois parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts et puis il y a sans doute des modifications assez profondes avec la numérisation, etc. La création de très petites entreprises, également un sujet qui a été à l'arrêt pendant 3 mois, on l'oublie toujours, mais les entreprises individuelles, enfin ce genre de choses, qui représentent beaucoup d'emplois en France, hein, ont été totalement arrêtées, hein, il ne s'est plus créé d'entreprise. J'oubliais un point important, ça va me revenir. Non, voilà. En gros, c'est le package auquel nous on pense actuellement, qui nous semble assez important et sur lequel on va partir pour quelques années. Ah oui, j'oubliais bien sûr, mais c'était votre dernière question. C'est la R&D, l'innovation. Donc l'innovation est évidemment un énorme sujet. On sent que la crise va avoir amené un certain nombre je dirais de nouveaux paradigmes, hein, donc une numérisation extrêmement élevée, une profonde modification dans la volonté de revoir les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement. Également des gros sujets autour de la mobilité, on en a un petit peu parlé, et j'en oublie, la cryptologie, enfin, tout ce qui est cybersécurité, etc., qui est un gros problème ou un gros sujet. Donc l'innovation, oui, c'est quelque chose auquel on est très attentif, sur lequel on va continuer à être encore plus attentif. On a récemment, avant la crise, lancé un plan dans Deep Tech, c'est-à-dire soutien enfin, soutien à tout ce qui est innovation profonde, hein. On va continuer, on a beaucoup d'ambition là-dessus, dans ce cadre-là, on a travaillé pas mal avec l'AID autour de l'idée de faire une sorte de spin-off de Definvest vraiment spécialisé dans l'innovation, et pas forcément des entreprises de défense, mais des entreprises qui sont dans le cœur de l'innovation et de l'intérêt pour la défense. Pour les armées, pardon, si on parle moderne. Mais voilà, et donc ça, je crois que c'est très important. On fonde quelques centaines de millions d'euros et qu'on aimerait bien mettre en place bientôt. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et je rajouterai un thème transverse également au-delà de la R&D, qui est le plan de relance que nous allons annoncer se fera dans un cadre strict climatique et vert, c'est-à-dire alignement avec les objectifs de Paris, et avec la capacité de notre part d'apporter un support à la fois financier et méthodologique pour que les entreprises fassent leur transition et leur adaptation au changement climatique, parce qu'on pense qu'il ne peut pas y avoir de relance sans que ça se fasse dans un axe climat. Merci beaucoup pour ces éléments. J'ai vu Jean Belin qui réagissait à un certain nombre de vos propos. Donc, Jean, je te passe la parole, qui sera aussi en fait une ouverture et aussi une conclusion, puisque l'idée, c'est aussi de rappeler les voies et moyens d'améliorer l'accès des PME de défense au financement public. Et puis, cette question sur comment renforcer l'attractivité du secteur défense auprès des investisseurs. Non, je suis tout à fait d'accord avec les remarques qui ont été faites et les constats, hein. Je voulais juste compléter un peu l'intervention ou la vision qu'on peut avoir sur la crise et la défense. Il ne faut pas penser qu'une entreprise de défense n'intervient que dans la défense, hein. Je ne l'ai pas dit en introduction, on a des pure players, mais la plupart des entreprises sont duales. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces entreprises duales vont être très fortement affectées sur leur activité civile. Donc, le rôle de la défense, c'est aussi d'aller surveiller que les compétences stratégiques restent en place, hein, parce qu'il y a des entreprises dont la part défense est toute petite, mais qui représentent une grosse part des commandes de l'État. Hein, donc, il faut faire quand même attention aux cycles civils qui peuvent les toucher. Et puis, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut mettre la priorité sur le BFR. Après, il ne faut pas oublier non plus les investissements, surtout les investissements en R&D, puisque finalement, c'est les investissements en R&D qui risquent d'être le plus facilement touchés et coupés, hein, parce que c'est difficile à financer.
Et pourtant, les investissements en R&D ont des coûts d'ajustement très importants. Si vous arrêtez un projet de recherche, vous allez mettre des années et des années à retrouver le niveau où vous étiez. Donc, je pense que sur ce point-là, il faut faire attention aussi au financement des investissements en R&D. Alors, après, pour améliorer le financement public et puis le financement du système en général, je crois que la réflexion et les actions sont quand même engagées depuis plusieurs années dans ce domaine. À l'intérieur de la chaire, nous avons fait des conférences sur le financement. Je crois, Hélène, avec la FRS, il y a eu aussi des initiatives sur le financement. On est ensemble dans un groupe d'études qui réfléchit justement sur ces questions de financement. Et je trouve qu'il y a déjà des pistes, des bonnes pistes qui ont été suivies et qu'il va falloir amplifier. Alors, je vous donne quelques pistes. Je trouve que je vous ai parlé du manque de compétences, peut-être pour sélectionner les bons et les mauvais projets. Je trouve que les initiatives comme DefInvest et DefInnov, qui vont mixer à la fois la très bonne connaissance du domaine défense par la DGA et l'AID, et puis les compétences financières par BPI, est un modèle à reproduire pour d'autres véhicules de financement. Alors, première idée, augmenter les compétences. Deuxième idée, peut-être essayer de réduire les coûts d'accès ou d'avoir des procédures qui soient peut-être plus souples. Je rejoins tout à fait l'idée d'avoir une palette large d'instruments, puisqu'on a un besoin qui est très large. Il faut faire des fois du cas par cas. Donc, effectivement, il faut avoir une palette très large d'instruments de financement, comme l'a noté la BPI. Ensuite, on pourrait penser, on a parlé de dualité tout à l'heure, est-ce qu'il faut des financements uniquement défense, un fonds uniquement défense, ou est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des fonds un peu duo, des fonds sur une technologie, l'intelligence artificielle, le spatial, et qui seraient à la fois civil et défense, qui permettrait d'avoir un volume de financement peut-être plus important et d'avoir des retombées également plus importantes. Il y a aussi, Hélène, tu en as parlé en introduction, il y a le niveau européen. Des choses sont en train de se mettre en place au niveau européen et il faudra voir si ça ne constitue pas aussi un cadre complémentaire en termes de financement. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il faut attirer les investisseurs extérieurs. Donc là, je pense que à la fois les entreprises du secteur ou des chercheurs comme nous à travers la FRS ou la chaire, on doit produire des indicateurs pour donner confiance aux investisseurs, pour leur donner le taux de rentabilité, le taux de défaillance, les garanties, quelques perspectives pour faciliter le financement de cette activité. Et puis, on pourrait peut-être aussi penser, mais il faut le travailler, est-ce que des incitations fiscales autour de l'investissement dans certains domaines ne permettraient pas de faciliter justement l'orientation de l'épargne et des financements vers ce domaine-là. Ok, merci Jean. Thierry, est-ce que vous avez des commentaires sur ce qui a été dit par Pascal Lagarde et Jean Belin, le cas échéant, avant de prendre 2-3 questions? Le micro, s'il vous plaît. Oui, voilà. J'ai pris des notes pendant que parlait Jean. Effectivement, je trouve que ce sont des idées intéressantes, mais tu as raison, Jean. C'est vrai que j'ai totalement omis de parler de la dualité. J'ai parlé de l'export, mais l'autre, évidemment, entre guillemets, partie du chiffre d'affaires qui est importante pour les sociétés, en général, sont les activités civiles. On a très très peu, comme tu l'as rappelé, d'entreprises sont purement défense. En général, elles sont plutôt à 50-50 en moyenne. Elles travaillent beaucoup dans l'aéronautique, dans le ferroviaire, etc. etc. Et c'est vrai qu'à la fin, on a souvent une sorte de mixité sur les affaires de R&D, sur les affaires de production, etc. etc. Soit les mêmes usines, les mêmes ingénieurs, avec des cycles économiques différents, qui permettent d'absorber les à-coups, etc. etc. Pour revenir sur l'aéronautique et ce que disait M. Lagarde, c'est vrai que moi j'ai une activité aéronautique qui s'est arrêtée très très brutalement. Je n'ai plus rien du tout. En civil, pas en militaire. Voilà, donc ça c'est sûr que c'est assez terrible. Voilà. Ok, merci Thierry. Alors, on a quelques questions, pas beaucoup de questions, mais je vais vous poser les deux thèmes qui ont été mis en avant par les participants.
Alors, le premier, la période précédente a été une période faste pour la recherche d'investisseurs. On a vu beaucoup d'investisseurs surpayer des achats avec des taux de valorisation hors de proportion avec la réalité économique. Pensez-vous que la bulle a éclaté ou bien que l'afflux d'argent dans les systèmes financiers ou la volonté chinoise de maîtriser plus rapidement des technologies par l'acquisition de sociétés va accroître cette tendance? Première question. La seconde question, sur la trésorerie. Peut-on imaginer temporairement pour les PME un système de paiement par affacturage garanti par la BPI avec des taux plus raisonnables que ceux que le marché va produire? Qui souhaite répondre? Oui. Je peux répondre hein, sur les investisseurs et je pense que cette remarque est surtout vraie dans le civil, hein, où il y a eu peut-être beaucoup d'investissements qui ont été réalisés dans les nouvelles technologies, une valorisation extrême de certaines entreprises. C'est pas forcément vrai dans la défense, où au contraire on manque d'investisseurs extérieurs. Pascal Lagarde, ouais. Oui, sur les deux questions d'ailleurs. Sur la toute première, Oui. les valorisations, c'est vrai qu'on a eu des valorisations très élevées, notamment aux États-Unis et en Chine, en fait. Hein. Donc, ça, on ne peut pas dire le contraire. Sur les très grosses opérations, notamment, les opérations ont un très gros effet de levier. Ça, c'est très clair. Nous, on pense que les valorisations vont baisser très massivement. Enfin, elles commencent, mais comme le cycle de valorisation des portefeuilles est un cycle à 6 mois, ça ne se voit pas forcément tout de suite. Les bourses ont baissé, pas tant que ça quand même. Voilà. Donc, on a vraiment ce sujet d'adaptation des valorisations. C'est toujours le cas pendant les crises et ça rend les refinancements complexes parce que c'est sûr que les investisseurs de l'instant T-1 sont assez mécontents, notamment les investisseurs personnes physiques, hein, par exemple, hein, ou le management, de voir les valorisations baisser et leur part en cas de refinancement décroître massivement. Donc ça pose un vrai problème de refinancement des entreprises. Le domaine de la technologie est paradoxalement, à ce stade, moins touché que le domaine beaucoup plus classique. C'est-à-dire que les fonds d'investissement de capital risque, dans un certain nombre de domaines, continuent à investir. On voit tous les jours des investissements dans le domaine du capital risque à des valorisations qui sont sans doute moins élevées, mais qui ne sont pas forcément drastiquement moins élevé. Donc ça c'est clair. Et parce que de toute façon, en capital risque et en innovation, on n'investit pas forcément sur la base d'un chiffre d'affaires et de multiples de EBITDA parce qu'il n'y en a pas. Donc ça change un peu le système. Ça c'est pour la première question. Donc oui, il va y avoir beaucoup de modifications. Oui, voilà. C'est une crise qui va être moins systémique que la disparition des banques lors de la dernière crise, notamment pour tous les LBO, il y avait d'énormes problèmes de refinancement. Actuellement, tout à fait franchement, on n'a pas de problème bancaire. Hein. Donc il faut être. Voilà, il n'y a pas de banques qui sont au bord de l'abîme en France, hein, je parle. Voilà. Sur la deuxième question, oui, on a d'ores et déjà, enfin historiquement et depuis toujours, dans BPI France, toute une activité de préfinancement des commandes pour le bénéfice des PME. Donc ça, évidemment, on va continuer à le faire et on le fait. C'est une activité très très historique de BPI France et oui, c'est une activité dont on pense en effet qu'elle va croître en fait, hein, voilà, de façon importante dans les années à venir, enfin dans les mois à venir. Merci. Thierry, pas de commentaire particulier. Ok. On a une dernière question. Alors, depuis le plan robotique à la Nouvelle France industrielle, le sujet de la robotisation des PME de la défense a-t-il été pris en compte? Sujet un petit peu spécifique, peut-être Thierry Gueff pourrait… Franchement, là, je vais parler avec ma casquette de chef d'entreprise. Oui. À mon niveau, à moi, les financements ou même comment dire, les aides, pas forcément d'ailleurs financières, hein, mais les aides organisationnelles, managériales, etc., qu'on a pu avoir autour de la robotique, ne sont pas arrivées de l'État, mais plutôt de la région. Voilà. Mais je ne prétends pas être un cas représentatif de ce qui s'est passé ailleurs. Merci.
Jean-Paulin Pascal Lagarde, pas de commentaires spécifiques. Bon, écoutez, il est 18h. Nous avons scrupuleusement respecté le temps imparti malgré un sujet qui est très complexe et qui mériterait bien plus qu'une heure de conférence. Mais comme je vous l'ai dit, on va développer un certain nombre de points à travers d'autres webconférences Défense Industrie durant le mois de juin. Donc, une nouvelle fois, un grand merci à vous pour vos éclairages, vos analyses très intéressantes. J'invite les participants notamment à consulter sur le site de la Fondation le dossier Covid, mais également la vidéo en fait de l'autre conférence qui a eu lieu sur l'industrie de défense en période de crise sanitaire. Et on a vraiment là des visions très, très complémentaires entre ces deux conférences. Et donc, rendez-vous en juin avec plaisir dans le cadre donc, des futures webconférences défense industrie. Voilà. Merci à nos conférenciers. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt.